Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi accueille le roi Philippe VI d'Espagne et son épouse, la reine Laetitia, au palais de l'Ittihadiyya. L'acheminement de l'aide humanitaire et des secours se poursuit vers la bande de Gaza dans le cadre du convoi Zed el-Aizza en provenance d'Égypte. La Syrie annonce une feuille de route avec le soutien des États-Unis et de la Jordanie pour établir la réconciliation à Souaïda. À une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse, Mme Intisar el-Sisi, avaient accueilli le roi Philippe VI d'Espagne et son épouse, la reine Laetitia, ce matin au palais de l'Ittihadiyya. À leur arrivée au palais, l'artillerie a tiré 21 coups en l'honneur des deux hôtes. Ensuite, une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au roi et à la reine d'Espagne et les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. Les relations entre l'Égypte et l'Espagne reposent sur une histoire riche et des intérêts communs dans plusieurs domaines stratégiques. Depuis l'établissement des relations diplomatiques officielles au milieu du XXe siècle, les deux pays n'ont cessé de renforcer leur coopération bilatérale, tant sur le plan politique qu'économique et culturel. Un commentaire. L'Égypte et l'Espagne entretiennent depuis plusieurs décennies des relations solides marquées par une coopération politique, économique et culturelle. Sur le plan politique, Madrid et le Caire partagent une vision commune en faveur de la paix et de la stabilité en Méditerranée. L'Égypte soutient le rôle de l'Égypte dans la médiation au Moyen-Orient ainsi que ses efforts dans la lutte contre le terrorisme et les migrations illégales. Sur le plan économique, l'Espagne figure parmi les partenaires européens les plus importants de l'Égypte. Les échanges bilatéraux portent notamment sur l'énergie, les infrastructures, l'agriculture et le tourisme. Plusieurs entreprises espagnoles sont actives sur le marché égyptien, tandis que l'Égypte exporte vers l'Espagne des produits agricoles, textiles et pétroliers. Dans le domaine culturel et éducatif, l'Institut Cervantes du Caire joue un rôle central dans la promotion de la langue et de la culture espagnole. De même, de nombreux étudiants égyptiens bénéficient de programmes d'échange universitaires et de bourses offertes par l'Espagne. Sur le plan touristique, l'Espagne demeure une destination prisée des voyageurs égyptiens, tandis que l'Égypte attire de nombreux touristes espagnols grâce à son patrimoine historique et culturel unique. Les relations égypto-espagnoles se caractérisent par une coopération diversifiée et un dialogue politique constructif. Les deux pays aspirent à renforcer davantage leurs liens à travers de nouveaux partenariats économiques, culturels et diplomatiques afin de répondre aux défis régionaux et internationaux. Les relations entre l'Égypte et l'Espagne se renforcent d'année en année, avec une volonté commune d'élargir la coopération pour relever les défis régionaux et internationaux. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné la position ferme de l'Égypte envers la situation prévalente dans la région, faisant référence au message du discours du président Abdel Fattah el-Sisi prononcé lors du sommet arabo-islamique extraordinaire à Doha. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative, M. Madbouli a affirmé l'attachement du gouvernement à contacter les institutions et les autorités concernées pour sensibiliser la conscience du public, en particulier à la lumière des changements géopolitiques intervenant dans la région. Madbouli a aussi affirmé que le gouvernement poursuivra le processus de la réforme économique afin de relancer la croissance de l'économie nationale. L'acheminement de l'aide humanitaire et des secours se poursuit vers la bande de Gaza dans le cadre du convoi Zed el-Aizza en provenance d'Égypte. Le 39e convoi dans la bande de Gaza où les camions sont inspectés par les forces d'occupation avant d'être autorisés à des Palestiniens du secteur. Le convoi transporte des tonnes de denrées alimentaires et de produits de secours destinés aux frères palestiniens.
Le Croissant Rouge égyptien est également présent en tant que mécanisme national pour la coordination et l'acheminement de l'aide vers Gaza à la frontière depuis le début de la crise. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir frappé plus de 150 cibles à travers Gazaville depuis le déclenchement la veille d'une offensive terrestre majeure destinée à y détruire le Hamas. De son côté, la défense civile de Gaza a annoncé la mort de 17 personnes dans des frappes au tir israélien sur l'ensemble du territoire depuis le début de la journée, après avoir fait état de plus de 100 morts hier. L'armée d'occupation israélienne avait également annoncé ce matin l'ouverture temporaire d'un nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants de Gazaville vers le sud. L'armée d'occupation, qui multiplie les appels à évacuer Gazaville, a jusque-là conseillé aux habitants de fuir par la route côtière vers ce qu'elle a défini elle-même comme une zone humanitaire plus au sud, englobant notamment une partie de la région d'El-Mawassi. Le porte-parole des Houthis a annoncé la mise en œuvre d'une opération militaire qualitative avec un missile balistique hypersonique a été tiré sur une cible militaire à Jaffa en Israël. L'aéroport de Ramon dans le sud d'Israël a également pris pour cible par drone. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans l'agglomération de Tel Aviv et dans des vastes zones à l'est après l'attaque des Houthis. Passons au dossier syrien où le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Abou-El-Reit, a salué l'adoption d'une feuille de route pour résoudre la crise dans la ville syrienne de Souaïda, fondée sur l'unité du territoire syrien et la pleine égalité des citoyens, droits et en devoir. Abou-El-Reit a souligné que la résolution de la crise à Souaïda et dans d'autres régions syriennes nécessite de travailler pour préserver la diversité de la société syrienne et garantir l'égalité entre tous les Syriens devant la loi et sur la base de la citoyenneté. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asad Shaibani, avait annoncé une feuille de route avec le soutien des États-Unis et de la Jordanie pour établir la réconciliation dans la province à majorité de Russes de Souaïda. Lors d'une conférence de presse avec son homologue jordanien Ayman Safadi et l'envoyé américain Tom Barak, Shaibani a déclaré que la feuille de route est basée sur des mesures pratiques qui incluent la responsabilité de tous ceux qui ont mené l'attaque contre des civils et leurs biens, le déploiement de forces locales du ministère de l'Intérieur et l'ouverture d'une voie de réconciliation interne. Il stipule également que les États-Unis devraient s'efforcer de parvenir à des accords de sécurité avec Israël concernant le sud de la Syrie qui répondent aux préoccupations légitimes des deux parties en matière de sécurité. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit hier avoir discuté avec le président américain Donald Trump des étapes supplémentaires pour renforcer les sanctions contre la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Von der Leyen a indiqué que l'exécutif européen présenterait prochainement ses propositions pour un 19e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Il comprendra des mesures visant la crypto-monnaie, les banques et l'énergie. Le président américain Donald Trump est arrivé hier soir au Royaume-Uni pour une deuxième visite d'État historique. Donald Trump, accueilli par une grande garde d'honneur, s'est ensuite rendu en hélicoptère avec son épouse Melania à la résidence de l'ambassadeur américain à Londres pour y passer la nuit. Des manifestants anti-Trump l'ont accueilli à leur façon, projetant brièvement sur le château de Windsor. Il est attendu aujourd'hui. Plusieurs dizaines ont aussi manifesté dans la petite ville à l'ouest de Londres. Des milliers de manifestants ont prévu de protester aujourd'hui dans la capitale.
Et dans notre rubrique économique au Royaume-Uni, l'Office national des statistiques britannique a annoncé que l'inflation est restée stable en août à 3,8%, renforçant les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre maintiendra inchangés ses taux d'intérêt lors de sa réunion demain. Pour le gouvernement britannique, l'inflation persistante complique les perspectives budgétaires. Voici les détails. À Londres, l'Office national des statistiques a annoncé que l'inflation est restée stable en août au Royaume-Uni, à 3,8%, le même niveau qu'en juillet. Les données d'aujourd'hui viennent à renforcer la position prudente de la Banque d'Angleterre, l'inflation restant bien supérieure à son objectif de 2%. La Banque d'Angleterre a fait réduire son taux directeur à 4% en août, à l'issue d'un vote serré, pour soutenir une économie à la peine. La publication de ces chiffres fait suite à celle de la croissance du PIB en juillet, qui est restée nulle, alimentant les craintes de stagflation au Royaume-Uni, une inflation durable combinée à une croissance fragile. Et ce, au moment même où le gouvernement travailliste est attendu au tournant sur son prochain budget, présenté le 26 novembre. Les Britanniques spéculent depuis des mois sur des nouvelles hausses d'impôts pour redresser les comptes après celles déjà annoncées ces derniers mois, notamment sur les entreprises, combinées à des coupes drastiques dans les finances publiques. Depuis avril, la hausse de l'inflation a été largement alimentée par des choix politiques domestiques, notamment l'augmentation des contributions à l'assurance nationale des employeurs. Or, ces coûts plus élevés ont été répercutés par les entreprises sur les consommateurs, faisant du Royaume-Uni est une exception en matière d'inflation comparée à d'autres grandes économies. Dans un communiqué, la ministre britannique des Finances a dit savoir que les familles traversent une période difficile et que l'économie semble au point mort. Elle a ainsi affirmé être déterminée à réduire les coûts et à aider les personnes qui doivent faire face à des factures plus élevées. Plus de 15 000 morts pourraient être attribués au changement climatique à l'issue de cet été dans les principales villes européennes, selon des chercheurs. Il s'agit de la première estimation de si grande ampleur sur l'impact sanitaire d'un été marqué en Europe par des températures particulièrement élevées. Plus de 15 000 morts pourraient être attribués au changement climatique à l'issue de cet été dans les principales villes européennes, avancent des chercheurs dans un travail encore préalable, mais dont l'intérêt a été salué par d'autres scientifiques. Centrée sur 854 villes européennes, cette étude conclut que le changement climatique est à l'origine de 68% des 24 400 morts qui seraient liés à la chaleur cet été, souligne le communiqué des deux instituts britanniques. Il s'agit de la première estimation de si grande ampleur sur les impacts sanitaires d'un été marqué en Europe par des températures particulièrement élevées. Plusieurs canicules ont été observées de l'été, s'est révélé le plus chaud jamais enregistré dans plusieurs pays comme l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni. Les auteurs ont ensuite croisé cette observation avec des données basées sur la mortalité liée à la chaleur dans les différentes villes. Ils en arrivent ainsi à la conclusion que le réchauffement climatique a contribué à plus de 800 morts à Rome, plus de 600 à Athènes, plus de 400 à Paris. De manière générale, plus de 85% de ces morts auraient frappé des plus de 65 ans. C'est à partir de telles données que des chercheurs finissent par donner une estimation solide à la mortalité liée à la chaleur. Elle avait ainsi causé quelques 47 000 morts en Europe en 2023, selon une étude publiée par Nature Medicine un an après la période concernée. Voilà, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.